Bah, moi, ce qui est le plus important avec un boîtier en studio, ça va être d'avoir un boîtier le plus léger possible et en même temps qui ait une grande polyvalence. Moi qui suis créatrice de contenu et qui ai cette double casquette photographe et un peu influenceuse, c'est vrai que tous mes contenus aujourd'hui, pour, ma chaîne YouTube ou ce genre de support sont faits avec le Z8 et c'est hyper agréable. J'ai eu la chance de le tester, lors de sa sortie mondiale et à ce moment-là, j'ai été séduite par, le côté vidéo. Mais c'est vrai que mon Z7 II aujourd'hui faisait parfaitement le travail. J'ai rien à lui reprocher. Le seul truc, c'est que j'ai un petit côté acheteuse compulsive et quand j'ai testé le Z8, je l'ai eu dans les mains, bah, c'était acté quoi. Je me suis dit: «Je veux celui-là, pour moi, il est vraiment parfait». Et même là, je l'utilise à chaque fois, je me dis: «Ah là là, c'est une tuerie». Je suis chanceuse de pouvoir, avoir ce boîtier-là. Quand je photographie les enfants, les bébés, moi, il me faut une rapidité, donc le Z7 II, il suivait aussi, hein. Mais là, on a une je sais pas, une intelligence dans le boîtier qui est folle. Vous venez d'entendre le témoignage de la photographe Émilie Zangarelli, spécialisée dans le portrait de famille, de maternité et de photos sous-marines et utilisatrice historique de matériel Nikon, qui assurera la grande conférence Nikon du Salon de la Photo vendredi prochain à la Grande Halle de la Villette. Nous sommes le mardi 3 octobre 2023 et vous écoutez la première émission spéciale dédiée au Nikon Z8 de la 7e saison du podcast Faut pas pousser les ISO. Bienvenue sur Faut pas pousser les ISO, le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Je suis Arthur Azoulay et j'anime cette émission avec mon ami le journaliste Benjamin Favier. Aujourd'hui, c'est la première émission spéciale de la saison et on va s'intéresser au dernier hybride professionnel de Nikon, le supposé digne successeur du légendaire D850, le petit frère du Z9, j'ai nommé le Nikon Z8. Pour en parler, nous recevons une nouvelle fois dans notre studio Roland Serbiel de Nikon France, qui est venu accompagné de la réalisatrice Aurélie Gonin et du photographe et vidéaste Olivier Wang. Et bah c'est parti pour cette première émission spéciale de la saison. Benjamin, à la veille de l'ouverture du salon de la photo, on a grand plaisir à retrouver Nikon une fois de plus dans notre studio. Ouais, puis là, c'est du lourd, hein. Moi, je fais partie des gens qui considéraient le D850 comme l'un des meilleurs réflexes numériques jamais conçus, si ce n'est le meilleur peut-être sur la fin, de par son niveau de polyvalence. Mhm. Donc, effectivement, quand tu regardes la fiche technique du Z8, comme on a déjà consacré une émission au Z9, on constate Il y a que... quelques points de Ouais, similitude. ouais, il y a 2-3 trucs Mais il y a intéressants à aussi dire. beaucoup de différences, notamment sur l'ergonomie. Bon, écoute, on va commencer par présenter tout le monde. Roland, évidemment. Donc, Bonjour. tu es le responsable avant-vente de Nikon France. Cela fait près de 25 ans que tu travailles pour cette belle maison. Tu as occupé diverses fonctions au service technique et SAV, comme coordinateur des formations de la Nikon School et comme chef de projet B2B et B2C. Tu es donc naturellement l'un des plus grands spécialistes des produits Nikon en France et tu as connu les grandes révolutions photo de ces 25 dernières années. Tu étais déjà venu à nos micros en saison 3 pour nous parler du Nikon Z9 qui, on va le voir, n'est pas très éloigné de ce nouveau Z8. Roland, merci beaucoup de revenir une nouvelle fois à nos micros. Merci de l'invitation. Et juste pour Benjamin, le D850 ne s'arrête pas, il est toujours commercialisé et Ah, continue. mais je sais bien, et tant mieux. Roland, ça fait quand même quelques semaines déjà, quelques mois que le Z8 est sorti. Comment ça se passe? Est-ce que ce boîtier fonctionne bien? C'est quoi les premiers retours des utilisateurs? Est-ce qu'on le trouve facilement? Parce que ça, c'est quand même une question qui revient très souvent quand il y a un boîtier très attendu comme ça qui arrive sur le marché. Tout va bien. Tout va bien. All Non, is non, okay. on manque de volume actuellement. Il y a beaucoup de précommandes qui sont passées chez nos revendeurs. On remercie tous les différents auditeurs qui attendent de leurs pièces. Ouais. On a du mal à livrer parce que la demande, elle est mondiale, mais les volumes arrivent. Bon, et du coup, là, le délai, là, si aujourd'hui je passe commande d'un Z8, il faut attendre combien de temps? Tout dépend des revendeurs. Il y a des revendeurs où très rapidement vous serez en deuxième, troisième position. Il y a d'autres revendeurs où vous pouvez être en douzième, quinzième position. Puis la question, c'est t'en achètes qu'un ou t'en veux deux, trois, tout dépend. Ah bah oui, tant qu'on y est. Et par contre, c'est dû à quoi, selon toi? Parce que là, on a passé un peu la crise des microprocesseurs, etc. Donc ce serait quoi la raison? C'est que vous avez sous-évalué peut-être?
Non, c'est pas qu'on a sous-évalué, c'est qu'on a eu un petit rappel qui a été fait et on s'assure que les nouveaux stocks, soient clean. Ok. Ouais. Et d'ailleurs, vis-à-vis de ces campagnes de rappel, c'était quoi exactement le sujet? C'était une petite faiblesse sur la fixation de la lanière et Oui, donc comme c'est pas c'est grand-chose, une quoi. non, non, du tout, mais principe du rappel, aujourd'hui, on n'est pas staffé pour avoir des centaines et centaines d'appareils photo qui rentrent tous en même temps, donc on se doit de mettre sur le marché des produits qui ne reviennent pas en service après-vente. Bon, et 2023, c'est une année un peu spéciale pour Nikon, une année anniversaire, puisque vous célébrez les 90 ans de la marque Nikkor. On a fait déjà une émission entière dédiée aux objectifs Nikkor il y a à peu près un an. Depuis, il y a quand même eu pas mal de nouveautés, évidemment. Ça n'arrête pas les sorties de produits. Il y a eu notamment le 600 mm f4 ou encore plus récemment le 180 600 mm f5.6 6.3. Roland, ça, c'est des optiques qui devraient faire des heureux à Montier cette année. Il y a des chances, oui. Oui, et c'est vrai que tous les animaliers, tous les spotters l'attendent. Y avoir un 600 mm pour ce prix-là, c'est pas négligeable. Mais finalement, c'était prévisible puisqu'on l'avait préannoncé et depuis le début et le lancement des hybrides Nikon avec cette nouvelle baïonnette, on annonce des nouvelles générations d'optiques et des gammes qui tiennent complètement la route et qui correspondent à différents types d'utilisation photo, oui. Ouais, puis c'est des optiques un petit peu plus abordables que d'autres qui ont déjà été annoncées jusque-là, notamment du côté des télés, comme le 100-400. Et ça rappelle un petit peu le 200-500 f5.6 qui avait en réflexe, qui était super. Et là, du coup, bon, ça va un petit peu plus loin, quoi. Oui, tout à fait, mais c'est vrai que dans les gammes, on a toujours des outils de travail et puis on a des outils de loisirs créatifs et on ne peut pas tous mettre le même prix pour une focale. Donc chacun s'y retrouve. Bon, et enfin, c'est presque une tradition désormais dans les émissions spéciales Nikon. T'es pas venu les mains vides une fois de plus et on a une surprise pour nos auditeurs. Nous allons vous offrir la possibilité de remporter une journée de formation photo ou vidéo à la Nikon School. Restez bien attentifs. On vous explique tout, comment ça marche à la fin de cette émission. Pour t'accompagner, Roland, nous avons le grand plaisir également de recevoir deux créateurs de premier ordre. On retrouve d'abord avec grand plaisir la réalisatrice Aurélie Gonin. Donc toi, tu es ambassadrice Europe Nikon et une grande spécialiste des films de sport d'hiver que tu proposes via ta société de production qui s'appelle Alpine Media House. Aurélie, on a l'habitude de t'entendre dans Faut pas pousser les ISO, mais là, on est content de t'avoir avec nous pour une émission entière. Oui, et je suis ravie d'être avec vous, ça fait bien plaisir. Et surtout pour présenter cette caméra, puisque moi je m'en Oui, sers toi tu surtout parles de en image caméra, animée, ok. voilà. Attends, je bascule en mode vidéo sur l'appareil. Voilà, ok. Ouais. Voilà. Donc je suis ravie de parler de cette caméra ou ce boîtier ou cet appareil photo, puisqu'il fait tout et qui pour moi correspond vraiment à ce que j'attends d'un appareil de prise de vue aujourd'hui. Et enfin, pour t'accompagner, on fait aussi la connaissance du créateur de contenu Olivier Wong. Donc toi, tu es un photographe et vidéaste autodidacte spécialisé dans le lifestyle et les réseaux sociaux. On te connaît en ligne sous le pseudo Wongy, avec une communauté sacrément impressionnante puisque tu as près de 1 million de personnes qui te suivent sur Instagram et 4,5 millions de personnes qui te suivent sur TikTok. Des chiffres qui donnent le tournis, Olivier. Merci d'être avec nous. Merci de m'avoir aujourd'hui. C'est un grand plaisir de participer à cette émission. Bon, allez, les présentations sont faites et on attaque notre émission dédiée au tout nouveau Nikon Z8. Alors, pour commencer, on aime bien essayer de comprendre avec Benjamin le positionnement du produit. Et on ne va pas déroger à la règle aujourd'hui. Le Z8, certains le voient comme le direct successeur du réflexe Nikon D850. D'autres le voient comme le petit frère du Z9 ou même une version presque plus aboutie du Z9. D'autres le voient encore comme la pièce manquante dans la gamme FX des hybrides Nikon. Et enfin, certains le voient comme une altive extrêmement sérieuse qu'il faut surveiller de près. Roland, le Z8 dans l'histoire de Nikon et dans l'histoire des hybrides Z, c'est quoi exactement ? Mais c'est avant tout un produit très polyvalent, puisque le métier de photographe ou de vidéaste est en pleine évolution. On est amené pour répondre à des clients ou tout simplement dans un souci de loisir créatif, à avoir de nombreuses et différentes pratiques photographiques. Il faut un produit qui corresponde à toutes ces pratiques. Donc aujourd'hui, le Z8, c'est un produit qui est fait pour les photographes de mariage, pour les reporters de presse, pour les animaliers,
pour les personnes qui font du studio, pour tous les passionnés qui couvrent leurs vacances ou tous ceux qui souhaitent un bel outil. Et puis à la fois, on l'a vu avec Aurélie, puis avec Olivier, pour tous ceux qui couvrent des productions de vidéos ou qui alimentent les réseaux sociaux. Et on parle beaucoup du D850 quand on parle du Z8. En quoi est-ce que la philosophie du Z8 fait écho à celle du D850? Alors, on en parle surtout dans les secteurs initiés, parce qu'on a toujours besoin d'être rassuré et de comparer un nouveau produit à ce que l'on connaissait déjà. Et c'est vrai que c'est facile, comme ça, on a le raccourci et on lui colle une casquette. Donc oui, ça peut rassurer, ça va rassurer notamment tous les photographes de studio, parce que le D850 est parfaitement intégré. Donc, ils vont se retrouver avec un appareil photo connecté qui fait un 45 millions de pixels et finalement, ils sont dans leurs habitudes. Ce qui n'était pas le cas du Z7 II peut-être, ou qui n'allait pas à ce niveau-là. C'était peut-être une L'autofocus demande. était un petit peu moins abouti, et puis surtout le boîtier était moins polyvalent. Mais c'est pour ça que oui, il y en a certains, on va leur dire c'est comme le 850 et on a ce raccourci-là qui rassure. Mais j'aurais tendance à dire non, c'est pas du tout comme un 850 parce que côté vidéo, ça n'a rien à voir. Côté image sportive, ben, c'est carrément plus rapide. On récupère de la pré-capture. On a des tas de nouvelles fonctions qui font que c'est un appareil photo à part entière qui correspond aux besoins de production d'aujourd'hui, alors que le D850 correspondait aux besoins de production photo de sa sortie il y a 5-6 ans. Et quand on regarde un peu, sans rentrer dans les détails évidemment, parce qu'on va en reparler au cours de l'émission, mais quand on regarde la fiche technique de ce Nikon Z8, évidemment, on ne peut faire que des similitudes avec celle du Z9, hein, c'est en quelque sorte le petit frère du Z9. Ce Z8, Roland, on peut le voir comme une alternative au Z9 ou finalement comme un boîtier secondaire? Les deux. Les deux? Les deux, tout à fait. Tout dépend des applications photo, mais on peut très bien couvrir un reportage type mariage ou cérémonie avec le Z9 et un 70-200 d'un côté, puis le Z8 et le 24-70 de l'autre. On a deux outils de capture. La clé là-dessus, c'est que c'est le même capteur et c'est le même processeur, ce qui veut donc dire que c'est la même chromie, ce qui veut dire que dans un flux de production, les images de l'un ou de l'autre vont être traitées en même temps et sans être différenciées. Donc on est réellement sur un produit de flux. Chacun va ensuite adapter l'appareil photo à sa façon de photographier, parce qu'on peut avoir un tel objectif et besoin d'un boîtier monobloc pour une meilleure prise en main. Puis d'un autre côté, on peut avoir besoin de décadrer, de travailler en bout de bras et de rechercher un appareil photo un petit peu plus léger parce qu'on l'a au bout du bras et pas dans la visée. C'est la magie de la visée à l'écran. Ouais, on retrouve finalement la logique du D3 et du D700 à l'époque. C'était un petit peu la même chose finalement. Exactement, tout à fait. Toi, Aurélie, bon, tu connais très bien le Z9 hein, parce que ça fait pas mal de temps que tu l'utilises comme caméra, évidemment, je précise. Désormais, là, avec l'arrivée du nouveau Z8, bon, très similaire, tu continues à travailler avec le Z9 ou finalement le Z8 l'a complètement remplacé? Donc j'ai la chance d'utiliser le Z9 depuis sa sortie, donc ça fait 2 ans à peu près. Je l'ai pas mal malmené, j'ai été dans des tempêtes de neige, dans des grands froids, et il a extrêmement bien résisté, j'ai envie de dire mieux que les humains. Donc j'ai aucune inquiétude pour ça, sur sa robustesse. La batterie est absolument exceptionnelle. Au mois de mai, j'étais en camp en Groenland pour lequel j'avais pas d'électricité, il faisait froid pendant des jours. J'avais 2 Z9 avec 4 batteries, et j'ai même pas utilisé toutes les batteries, en fait, donc ça, c'est une énorme chance, un énorme atout du Z9. Je me suis amusée un peu cet été avec l'autocapture qui, pour mon utilisation à moi, n'est pas forcément la plus pertinente. Ça concernera plus, j'imagine, ceux qui font de l'animalier. Mais ça reste un des atouts qui, pour l'instant, est que sur le Z9 et qui est assez bluffant en matière d'intelligence artificielle. Tu peux peut-être rappeler ce que c'est l'autocapture rapidement pour ceux qui ne sauraient pas? L'autocapture, en fait, c'est que on place notre caméra. Moi, je l'ai testé sur le passage de biche. Et puis, elle est capable, à partir du moment où il y a quelque chose qui ressemble à une biche et qui rentre dans l'image, de déclencher l'enregistrement uniquement à ce moment-là. C'est un piège photo, en fait. Ouais. Mais c'est un piège photo. Parce que c'était pas comme ça dès le départ, si je me trompe pas, ça a été l'objet d'une mise à jour, non? Suite à une mise à jour de firmware. Oui, c'est une mise à jour firmware. qui date du printemps. Ah ouais, c'est ça. C'est tout récent, voilà. Ouais. Et si ce n'est à part ça, bon après j'ai des collègues qui sont des gens qui aiment les caméras plus volumineuses, donc eux ils vont plutôt rester sur un Z9. Après moi, même si je l'aime beaucoup, il y a comme tu l'as dit, je travaille beaucoup en montagne, donc ça implique d'aller en montagne, donc de marcher pendant des heures, de gravir des parois, etc. Et il y a quelques fois où le Z9 est un peu trop volumineux pour ce que je fais, parce que j'aime bien garder mon boîtier sur la bretelle du sac à dos. Et des fois, il est trop gros pour ça. Ça gêne dans
dans les manipulations, en fait, on peut pas grimper en fait avec quelque chose de trop gros devant soi. Et pour ça, je me disais ah c'est quand même frustrant de devoir aller chercher quelque chose d'un peu plus petit qui sera un peu moins bon. Et là, j'ai le Z9 dans un corps plus petit et plus léger. Un tiers de poids en moins, ce qui compte quand on est dans ces configurations-là. Et puis, comme le disait Émilie en début, en fait, qui compte pour toutes les personnes qui font de l'image, je crois. Hein, on est tous contents d'avoir un matériel performant qui soit plus petit et plus léger. D'autant plus qu'il y a encore quelques années, pour convaincre nos clients, on pensait qu'il fallait avoir du matériel volumineux. Et je crois que nos clients ont compris aujourd'hui que c'était pas la taille de la caméra qui faisait sa qualité. Donc c'est même plus un argument pour ça. Mmh. Donc moi je sais que pour beaucoup de tournages en montagne, je vais partir avec le Z8. Ok, ok. Et alors toi, Olivier, du coup, tu traites aussi bien de sujets photos que de sujets vidéo. Du coup, le Z8, c'est quoi? C'est un subtil équilibre entre performance, poids encombrement. Ça fit bien, du coup, pour tes deux activités? Oui, exactement. En fait, moi, le Z8, c'est vraiment l'appareil hybride ultime qu'il me fallait. Parce que en gros, moi, quand j'ai commencé en fait la photo, c'était sur Instagram, donc je faisais que de la photo, donc forcément, j'avais pas forcément besoin d'un boîtier qui fasse photo et vidéo. Donc c'est pour ça, moi, quand je commençais, je faisais uniquement de la photo. Et après, c'est vrai qu'avec l'arrivée de TikTok et les Instagram Reels, Mhm. j'ai eu besoin en fait de me diversifier et donc d'avoir un boîtier un peu plus complet. Et c'est vrai que dans la gamme Nikon jusqu'à maintenant, à part le Z9, bah, il n'y avait pas grand-chose. Et quand j'ai eu la chance de pouvoir être contacté par Nikon Europe pour participer à la campagne de lancement du Z8. Là, j'étais très content parce que du coup, il m'avait présenté le produit comme étant un appareil un peu plus polyvalent et aussi dans un corps un peu plus compact. Et tout de suite, j'ai été séduit. Et c'est vrai que c'est pour moi, en tout cas après quelques mois d'utilisation, c'est l'appareil ultime pour mon type d'utilisation en tout cas. Mais Olivier, 45 millions de pixels de la vidéo 8K, c'est pas un peu overkill pour une diffusion sur les réseaux sociaux? Ah bah si, clairement, hein. Moi, enfin, en tout cas pour mes besoins à moi, quand on est sur les réseaux sociaux, on va rester par exemple sur du Full HD C'est ça. ou même sur, des photos, on va dire à 2000 pixels max. C'est sûr que c'est overkill, mais comme on dit: «Qui peut le plus peut le moins» et là où enfin moi j'essaye de voir ça plutôt comme un atout. C'est-à-dire que par exemple, le fait d'avoir 45 millions de pixels, ça va me permettre par exemple si je travaille, je fais pas mal de voyages, Mhm. donc j'essaye de voyager léger, d'avoir par exemple qu'un seul objectif, comme par exemple le 24-70 2.8. Et là, le fait d'avoir 45 millions de pixels, si j'ai besoin vraiment de zoomer et que j'ai pas mon 70-200 Ok, sur moi, ça donne de la marge. voilà, ça me donne de la marge, de la souplesse pour le recadrer. Et en termes vidéo, par exemple, le fait d'avoir un capteur 8K, moi j'aime bien shooter en 4K. Ouais. Parce que je sais que derrière, par rapport à mon style de vidéo, je vais faire pas mal de recadrage, je vais rajouter des effets. Et le fait, en fait, déjà de pouvoir en fait bénéficier du suréchantillonnage interne dans le boîtier sur de la vidéo 4K à partir de la 8K, je trouve que c'est quand même un élément très important pour avoir le maximum de qualité. Et je trouve que par rapport à tout ça, même si c'est des specs vidéo effectivement qui sont un peu overkill, je sais que voilà, ça va me permettre moi d'être beaucoup plus souple en post-production et aussi bah, pour du future proofing. Si jamais j'ai besoin, je sais pas, de faire une captation 8K pour un de mes clients, je sais que le Z8 va pouvoir le couvrir. Ça marche. Bon, bah écoutez, pour compléter un peu ces premiers avis, on a l'avis de Roland de Nikon, d'Olivier et d'Aurélie. Je vous propose qu'on aille un peu sur le front, en quelque sorte, et que l'on écoute le témoignage de Léo Lachaud, qui est un indépendant qui gère la boutique Photo d'Enfer, une boutique spécialisée depuis plus de 25 ans, qui est située dans le 14e arrondissement de Paris. Lui, il nous parle de l'accueil du Z8 par ses clients photographes nikonistes. On l'écoute. Eh bien, en fait, le Z8, j'ai l'impression qu'il a un peu enfoncé le clou, de Nikon. C'est-à-dire que beaucoup d'utilisateurs sont passés dessus, que ça soit des personnes ayant déjà de l'hybride ou bien du réflexe. On a vu tout de même une grosse vague de personnes passer du Nikon D850 au Nikon Z8. Ils se ressemblent beaucoup en termes de prise en main. Globalement, ça permet en fait, toutes les personnes qui n'avaient pas encore franchi le pas, ça leur a permis de franchir ce pas, ce cap qui est l'hybride.
Et concernant, les utilisateurs en hybride, c'est vrai que certains avaient la sensation avec les Z6 et Z7 1er ou 2e du nom, de pas avoir en fait un hybride totalement abouti et les premiers résultats finalement, c'est que ce Z8 il est tout ce qu'ils attendaient en fait. Les profils sont assez larges, donc on a tout d'abord une clientèle de photographes pros qui voient réellement l'intérêt dans leur domaine de la technologie du Nikon Z8, que ça soit notamment sa rapidité ou même sa rafale pour les photographes animaliers. On a aussi cette double clientèle qui, aujourd'hui, le marché change un petit peu. Donc, on a et de la photo et de la vidéo parfois en prestation. La plupart des clients arrivent à switcher très facilement de l'un à l'autre. Et le Nikon Z8 les aide vraiment pour ça, parce que la plupart des personnes et des utilisateurs venant du monde de la photo se trouvent quand même un peu découragés et ont un peu peur de s'investir dans le monde de la vidéo. Finalement, en fait, le Nikon Z8 les accompagne parfaitement et ne les décourage pas, en fait. Dans l'eau, c'est vrai qu'on a vu un gros passage en Nikon Z8, étant donné qu'en fait, beaucoup de personnes cherchaient la compacité. Nos caissons sont déjà de base plus gros que les appareils photo, donc quand on a un Z9, le caisson est beaucoup plus gros et plus cher aussi, c'est proportionnel. C'est vrai que le Z8 finalement, étant donné que l'on plonge généralement 1 heure le temps d'une plongée, la batterie, même si on filme en continu, tient facilement 1 heure. Son intérêt principal, c'est que malgré ces millions de pixels, il reste très rapide et il a une très bonne montée en ISO, ce qui fait que la plupart des utilisateurs sous-marins sont super contents et on va dire qu'une grosse clientèle était équipée, alors pas en D850, mais en Nikon D810 en sous-marin, D800 et D810. Et en tout cas, le Z8 les a très clairement séduits. On a vu un passage massif de cette clientèle-là sur le Nikon Z8. Bon, on voit finalement que le Z8, il répond à pas mal de besoins. On va parler quand même un peu budget maintenant. Le boîtier, il est proposé nu au prix de 4 599 euros. Alors, certes, c'est moins cher qu'un Z9, mais bon, ça reste quand même un budget plus que conséquent pour une grande majorité de photographes, de vidéastes passionnés et même professionnels. Du coup, vous l'adressez à qui et comment ce nouveau Nikon Z8? Ce que j'aimerais dire par rapport à ça, j'ai entendu beaucoup de commentaires comme quoi le Z9 était trop cher. Maintenant, on va dire la même chose du Z8. Alors, pour ce qui est d'un appareil photo, c'est pas moi qui vais me positionner là-dessus. Mais pour ce qui est d'une caméra, c'est vraiment pas cher. Et il faut quand même se rappeler de ce que c'est capable de faire et de ce que ça coûte par rapport à l'ensemble des caméras professionnelles du marché. Donc, c'est un excellent rapport qualité-prix pour faire de la vidéo. Marc, à contrario, le Z9 avait été taxé de plutôt d'avoir un prix raisonnable en fait à sa sortie par rapport à d'autres boîtiers pro, hein, puisqu'il est sorti aux alentours des 6 000 euros. Et même le D6 était plus cher, je crois, à l'époque, il dépassait les 7 000 euros. Oui, il était 1000 euros de plus, Oui, il était 1000 euros le de plus. D6. Ouais. Et ça avait surpris. Et là, finalement, de voir un Z8 à ce prix-là, c'est vrai que tout est relatif, mais on a envie de se dire, finalement, vu les specs, peut-être que c'est pas si cher, au vu du marché actuel et de l'inflation générale, en fait. Donc c'est vrai qu'en Je suis resituant dans entièrement le d'accord, contexte, ouais. finalement, c'est une somme, certes, mais quand on regarde tout ce qu'il fait, et toutes les mises à jour de firmware aussi, qui sont maintenant devenues la norme sur les hybrides, et le Z9, on a vu qu'il y avait des mises à jour très, très sérieuses, finalement, c'est peut-être pas si cher que ça. Aujourd'hui, quand on achète une caméra, du fait de la mise à jour des firmware et aussi du fait qu'il n'y ait plus de mécanique, en fait, notre caméra, elle vieillira plus. Au contraire, elle va progresser. Et on sait que la vidéo, Olivier le sait encore mieux que moi, puisque sur les réseaux sociaux, ça évolue continuellement. Et même j'ai envie de dire, pour tout type de production. Et d'acheter aujourd'hui une caméra qui va nous suivre sur plusieurs années, c'est vraiment rassurant, parce qu'il y a encore quelques années, on achetait une caméra, on disait « Ah oui, alors elle me fait très envie, mais je sais qu'il y a celle-là qui va sortir dans quelques mois, qui sans doute va mettre la mienne dans mon placard. » Et ça, c'est quelque chose qui n'existe plus. Et c'est vraiment appréciable. Et du coup, je pense que quand on investit dans du matériel aujourd'hui, on est un peu moins inquiet, un peu moins réticent qu'on l'était il y a quelques années. Moi, je veux parler dans mon cas, en tout cas pour les réseaux sociaux. Je sais que, comme on a dit précédemment, on avait des specs overkill. Mais je sais que là, déjà, moi, pour mes besoins réseaux sociaux, on est sur du Full HD. Moi, je filme
volontairement en 4K pour pouvoir me donner beaucoup plus de souplesse à la post-production. Mais je sais que si dans quelques années, je ne sais pas par quelle raison, pour quelle raison on va avoir besoin de tous faire des montages en 4K, je sais que maintenant j'ai de la 8K, euh, qui plus est en 60 FPS. Et je sais que pour plusieurs années, là, je vais pouvoir utiliser le Z8. Et comme on disait un peu plus tôt, effectivement, à 4 599 €, c'est cher, mais quand on regarde l'ensemble des on va dire l'ensemble des autres caméras qui existent actuellement hybrides, le rapport qualité-prix est imbattable. Pour mon cas personnel, je cherchais une caméra qui puisse faire de la 4K 120 FPS sans crop. Et actuellement sur le marché, à part les flagships, que sont le Z9 ou chez les autres concurrents, il n'en existe pas. Juste pour finir, et l'autre partie qui est également importante, et j'y reviens, c'est cette notion de boîtier qui évolue. Et c'est toute la magie de l'hybride qu'on n'avait pas élevé les réflexes, c'est cette capacité d'avoir des nouvelles fonctions qui se rajoutent. Donc aujourd'hui, quand on achète un produit comme celui-là, on sait qu'on va le garder beaucoup plus longtemps et qu'il n'y aura pas la version 2 ou 3 qui va arriver de suite. J'ai connu les appareils photo, tu t'es cité tout à l'heure le D1, mais il ne faut pas oublier qu'on a eu le D1X, le D1H, le D1HS, qui correspondent à des nouveaux boîtiers, alors qu'aujourd'hui, on a les nouvelles fonctions de par une mise à jour. Donc, dans une logique de flux professionnel, non, c'est un investissement qui est tout à fait correct. Et puis, en matière de loisirs créatifs, beaucoup de nos clients se font plaisir et ont des achats à long terme, puisqu'en général, une optique, on la garde plutôt 8-10 ans, et puis un boîtier, on le renouvelle tous les 2-3 générations. Bon, alors on va rentrer un peu plus dans les caractéristiques, dans les spécificités de cet appareil. Et on va naturellement commencer par parler de qualité d'image, au sens large évidemment, et aussi bien d'un point de vue photo que vidéo. Roland, pour commencer, est-ce que tu peux nous parler du capteur qui équipe le Nikon Z8? C'est le même couple que sur le Z9, c'est bien ça? Exactement. Mes capteurs fonctionnent également avec processeur. C'est un couple qui fonctionne ensemble avec ce capteur que l'on appelle stack, que l'on appelle empilé, qui a différentes technologies de transistors pour traiter et évacuer rapidement de la donnée, donc faire en sorte que tous les photosites qui arrivent soient convertis en signaux électriques. Et puis la capacité de ce processeur de récupérer l'ensemble de ces données pour les transformer en images. Et la force de ce couple, c'est cette capacité à traiter des gros volumes de données que l'on peut avoir lorsque l'on travaille sur des rafales à 30 images secondes en RAW 12 bits ou 14 bits, ou que l'on peut avoir sur des flux vidéo en 8K 60 images ou en 4K 120 images. Mais ça suppose aussi d'avoir des cartes très rapides. Bien sûr. Sur le Z9, il y a deux ports pour CF Express. Là, il n'y en a qu'un, avec Il y a un CF l'ASD. Express et un SD, ouais. Voilà. Mais du coup, il faut investir dans des cartes quand même véloces, quoi. Alors, si on est dans des logiques de capture où en peu de temps on fait énormément d'images, donc les copains qui font du reportage de presse, en général, ils ont des belles cartes. Ceux qui font de l'animalier où l'action est très furtive, mais ils appuient à fond sur le déclencheur, oui, ils font l'effort d'avoir une belle carte pour enregistrer rapidement les données. Après, quelqu'un qui ferait du mariage ou une activité plus tranquille, il reste compatible avec toutes les cartes XQD que l'on avait précédemment et qui fonctionnent très bien. Et c'est un capteur aussi qui fonctionne sans obturateur mécanique, c'est bien ça? Oui, c'est la force du système et on va l'associer au dual stream. C'est directement les photosites qui obturent, donc ça c'est du mécanique interne et je fais entièrement confiance à nos ingénieurs pour réussir la donnée. Moi ce que j'apprécie là-dessus, c'est que surtout on n'a pas de blackout. Donc chaque fois que l'on vise, on voit l'action qui se passe. Donc c'est les seuls appareils où on sait si on a ou non l'image, si la personne a les yeux ouverts ou fermés parce qu'on voit l'action. Et ça, c'est une technologie, donc grâce au dual stream, c'est tout simplement les données en sortie de capteur qui vont d'un côté vers le processeur et puis d'un autre côté qui remonte vers la visée. Mais dans la pratique, ce que j'ai apprécié, c'est voir toute l'évolution qu'il y a eu dans la photographie sportive et sur la facilité notamment de faire des filets. Et là, tous les copains également qui sont dans l'univers des spotters et qui font de la photographie aéronautique, on a beaucoup plus de facilité en basse vitesse à suivre justement un sujet parce qu'on n'a pas cette obturation et on n'a pas ce blackout. Donc on n'est pas noir quelques fractions de seconde dans la visée, donc on suit parfaitement notre sujet. Oui, puis ça participe à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire la durée de vie beaucoup plus longue aussi du produit, puisqu'il n'y a plus d'obturateur, donc il est plus donné pour un nombre de cycles. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait cette précis. donnée-là sur les Ouais, réflexes. oui. Ouais, ouais. Et du coup, c'est vraiment un appareil avec lequel on peut se projeter
sur le papier longtemps. Et je me rappelle que c'était la grande question à la sortie du Z9, quelle est la durée de vie? J'ai pas plus de réponses que quand on a enregistré il y a 2 ans. Il doit y avoir des boîtiers qui ont déjà plusieurs millions de déclenchements au compteur depuis le Oui, parce lancement que du les gens, ils Z9. se font plaisir et aujourd'hui, on est dans des logiques de faire de la rafale pour avoir la bonne expression. On fait un groupe en rafale parce qu'on veut que tout le monde ait les yeux ouverts. Donc finalement, la quantité d'images fait qu'on va choisir la meilleure pour avoir un minimum de post-production derrière. Alors, si on parle aussi un peu de sensibilité, parce que c'est important, d'extension naturellement, mais il a aussi, surtout, peut-être même avant tout, le double ISO natif. Olivier, le double ISO natif en vidéo, c'est particulièrement important. Tu peux nous expliquer un peu pourquoi? Alors, il faut juste rappeler que le double ISO natif, en fait, qui est disponible sur le Z8, il est disponible lorsqu'on shoot au format N-Log. Donc, le format N-Log, c'est le format log propriétaire de Nikon, qui va nous permettre en fait d'obtenir une image qui est globalement moins saturée et moins contrastée, mais qui va être beaucoup plus souple à l'étalonnage et grâce à sa dynamique. Donc, et en fait, grâce à des valeurs ISO natives, on va obtenir la meilleure dynamique d'image avec le moins de bruit électronique possible. Et donc ça, c'est très intéressant en vidéo parce que généralement en vidéo, on cherche à avoir l'image la plus propre possible. Mhm. Et sur le Z8, on a la chance d'avoir un double ISO natif qui est ISO 800 et ISO 4000. Et en fait, l'idée d'avoir 2 ISO, c'est que en fait, l'ISO 800, on va l'utiliser tout au long de la journée lorsqu'on a beaucoup de lumière. On va juste rajouter ce qu'on appelle des filtres à densité variable neutre qui vont nous permettre en fait de baisser la lumière qui entre dans notre capteur, mais tout en permettant de garder en fait en quelque sorte notre valeur d'ISO à ISO 800. C'est-à-dire que tu gardes tout le temps, contrairement à la photo, tu vas tout le temps garder la valeur de 800 ISO pour optimiser cette valeur nominale parmi les deux disponibles en vidéo, quoi. Voilà, C'est bien ça. exactement. Parce que généralement, quand on est en vidéo, on a des règles, on va dire, en termes de shutter speed, en termes de vitesse d'obturation, on a des règles à respecter, comme par exemple le fait de shooter à 1/50e lorsqu'on shoot à 25 fps, par exemple, la règle des 180 degrés. Et généralement aussi, vu qu'on a des belles optiques qui ouvrent à 1.8 à f2.8, c'est un peu dommage de devoir fermer pour pouvoir avoir moins de lumière. Donc là, nous, ce qu'on va faire quand on fait de la vidéo, c'est d'essayer de garder, on va dire, ces 3 paramètres fixes. Donc la valeur de vitesse d'obturation, l'ouverture et les ISO à 800. Mais du coup, on va avoir énormément de lumière qui arrive sur le capteur. Et c'est pour ça qu'on rajoute des filtres ND pour pouvoir, on va dire, combler cette partie-là. Et donc là, de jour, on va pouvoir rester à ISO 800 et l'avantage d'avoir un double ISO natif qui est ISO 4000, c'est lorsqu'on va commencer à avoir moins de lumière, donc avec des situations de basse luminosité, on va pouvoir passer directement à ISO 4000 sans introduire du bruit électronique. Et donc C'est-à-dire que même si tu peux rester à 1600 ou 3002, tu vas quand même aller à 4000 parce que ça va optimiser voilà, exactement. la réduction du bruit. En fait. Quand on vient de la photo, par exemple, comme moi, je ne comprenais pas le concept. C'est-à-dire qu'en gros, moi, quand je faisais de la photo, j'avais l'habitude d'augmenter les ISO de manière incrémentale que j'avais besoin d'avoir un petit peu plus de lumière. Mais là, en fait, en ISO, en vidéo, en fait, on aura une image qui sera beaucoup plus propre à ISO 4000 qu'à ISO 3200. Ok, compris. Parce que c'est un seuil, c'est une valeur d'ISO là où on obtient en fait la meilleure dynamique d'image avec le moins de bruit électronique possible. Et ça, c'est vraiment un atout d'avoir cette possibilité-là, notamment lorsqu'on est dans des situations où typiquement moi, quand je suis en voyage, je fais aussi bien la photo au lever de soleil que de nuit. Et donc là, le fait d'avoir un appareil qui a un double ISO natif et qui me permet de couvrir l'ensemble de ces situations, c'est vraiment top, quoi. Bon. Et tant qu'on en est à parler vidéo, Aurélie, du coup, le Z8, un peu comme le Z9, évidemment, propose une multitude de formats d'enregistrement différents qui n'ont absolument rien à envier à une caméra de cinéma professionnelle. Non, effectivement, et c'est ça qui est bien, c'est que on n'a pas un seul codec, mais on en a une multitude qui permettent de couvrir toutes les productions, tous les choix des clients. C'est-à-dire que, alors on va avoir du H265 en 8 et 10 bits qui est déjà très bon, que Olivier va utiliser énormément, je pense, pour les réseaux sociaux, et que j'utilise beaucoup moi aussi quand je suis en voyage, par exemple,
parce que j'ai déjà un sac à dos qui fait le double du poids de ce qu'on peut avoir dans l'avion. Et je vais pas avoir mes disques durs en soute. Donc, simplement pour des limitations comme ça, c'est bien d'avoir un format qui est très qualitatif en étant léger. Mais on bénéficie aussi en interne d'un ProRes RAW HQ en 10 bits et en 12 bits, donc qui est un format que demandent beaucoup de clients. Et on a aussi le NRAW, qui est donc un format propriétaire Nikon, mais qui est beaucoup plus intéressant que le ProRes, puisqu'il est 2 fois plus léger à qualité équivalente. Oui, ça, c'est unique sur le marché. C'était déjà Ouais. présent sur le Z9. Et donc, c'est quoi réellement l'avantage? C'est que la compression du fichier? En quoi c'est un Oui, avantage d'avoir du NRAW? alors l'avantage, donc on sait que le débit en fait des vidéos qu'on enregistre est beaucoup plus important que ce que nos cartes sont capables d'enregistrer. Donc en fait, on fait de l'échantillonnage, c'est-à-dire qu'on va choisir parmi toutes les données de l'image lesquelles on va enregistrer. Donc on a les formats qui sont inter-images, dont font partie le H265, et le NRAW est un des formats intra-image, c'est-à-dire que toute l'image est codée. Donc forcément, ça fait des fichiers qui sont plus volumineux, donc qui nécessitent des cartes extrêmement rapides. C'est pour ça qu'il y a toujours des nouvelles cartes qui sortent. SanDisk en a annoncé une la semaine dernière à l'IBC. Mais le compromis, en fait, la recherche dans les codecs, c'est toujours de trouver le meilleur compromis entre la taille du fichier et sa qualité. Donc c'est pour ça qu'il y a toujours des nouveaux codecs qui sortent. Alors le ProRes, c'est une référence depuis longtemps, mais l'arrivée du NRAW dans le marché de la vidéo, c'est quelque chose de très intéressant, puisqu'on a un format qui est hyper qualitatif, tout en étant plus léger. Et c'est toujours là-dessus qu'on recherche, en fait. Mais finalement, ce NRAW, il faut encore pouvoir l'exploiter. Quel logiciel est capable de décoder ce format? Alors pour l'instant, il n'y a eu que DaVinci Resolve qui a été Ok. capable d'utiliser le NRAW. Moi, je travaille beaucoup avec Adobe et je sais que Adobe et Nikon se parlent. Et tout à l'heure, on parlait de l'intérêt d'avoir des caméras avec des firmwares qui se mettent à jour. C'est la même chose avec nos logiciels, en fait. Maintenant qu'on n'achète plus un logiciel une fois pour 5 ans, on a des logiciels par abonnement qui se mettent à jour. Donc on sait quand il y a un codec qui sort. Alors ça prend des fois un petit peu de temps, forcément, le temps que le module soit développé, mais on sait que c'est des choses qui sont intégrées ensuite au fur et à mesure dans les logiciels. Donc c'est quelque chose qui va arriver très bientôt aussi dans Premiere Pro, qui est très utilisé sur le marché. Ça marche. Roland, toi, t'aimes bien présenter les choses en parlant de flux. Alors, un flux de travail, un flux de production, un flux d'enregistrement. Est-ce que tu peux nous expliquer cette logique de flux appliquée au Z8? Mais c'est vrai qu'il y en a plusieurs et on fait de la capture et tout dépend à quel usage est destinée la capture, d'où l'adaptation des flux. Et là, on en a plein, on a les classiques que l'on connaît en JPEG, 8 bits et de manière générale, on expose bien et ça c'est rendu beaucoup plus facile grâce à la visée hybride, on prend la bonne balance des blancs et puis on adapte et puis on publie derrière. Après, on connaît bien sûr tous les flux RAW qui sont en 12 et 14 bits avec toute la latitude de revenir sur une correction d'exposition et sur une balance des blancs. Donc là, on fait ensuite de la conversion en fonction du média de destination. Est-ce que c'est pour de la presse? Est-ce que c'est pour de l'impression très qualitative? Ou est-ce que c'est pour une visualisation à l'écran? Dans tous les cas, on a un original que l'on dédouble ou que l'on convertit, c'est le bon terme, et que l'on adapte au format de sortie. Et puis est arrivé également vers un nouveau format qui est le HLG et qui lui est également très intéressant. Et l'idée, c'est de dire qu'on a de plus en plus d'autres utilisations et parmi elles, c'est l'utilisation des télé HDR. La volonté des télé HDR, c'est Ok. tout simplement être sur la même vision que l'œil humain. Quand je regarde un film ou quand je regarde un coucher de soleil filmé en HDR, je dois avoir la sensation d'être sur le bord de ma plage. Ça, c'est l'objectif. Est-ce que ça veut dire que l'écran LCD est compatible à HDR aussi? Est-ce que ça veut dire que tu visualises sur l'écran Tu visualises, Ah ouais. oui? Ouais. Tu visualises. C'est pas la totalité du HDR, mais on n'y est pas loin. Mais juste pour finir le raisonnement, parce que c'est pas simple là-dessus, l'idée, c'est de se dire que ces nouvelles télés, elles ont une capacité d'affichage beaucoup plus importante, avoir une capacité dynamique beaucoup plus importante, alors qu'un ordinateur classique, c'est 100 candélas par mètre carré, là on est à plus de 1000 candélas par mètre carré. Donc il faut avoir un fichier adapté à cette sortie, finalement un fichier qui est plus riche que les besoins de l'impression classique parce qu'on Mhm. va beaucoup plus loin. Et c'est ce qui est arrivé avec ce deuxième mode de ton. Quand on est sur l'écran, on a un mode de ton, le classique, qui s'appelle SDR pour standard, et on a ce mode qui est HLG. Et donc la volonté, c'est d'avoir une image plus riche. Pour avoir cette image plus riche, on va la capturer en 10 bits.
mais il faut qu'elle soit plus riche, non pas qu'en dynamique, mais également en couleur. Donc on Donc, change d'espace. donc on change d'espace. Donc là où on est habitué à avoir des conversions classiques en sRGB ou Adobe 98 ou d'autres conversions pour le prépress ou pour d'autres imprimantes, mais là on sera sur un espace couleur qui est beaucoup plus grand et qui s'appelle le BT 2100. Donc du coup, dans ce format-là, quand je passe un HLG pour les télé HDR, je capture un 10 bits sur un espace couleur beaucoup plus grand, le BT 2100. Et je suis obligé de l'enregistrer. Mes formats classiques comme le JPEG ne permettent pas d'enregistrer le 10 bits, donc je l'enregistre dans ce nouveau format qui est le HEIF et qui a cette particularité d'être non destructeur. Donc finalement, il compresse 4 fois plus qu'un JPEG classique. Mais cet espace couleur dont tu parles, est-ce qu'il est accessible en prise de vue fixe, en photo aussi, ou c'est uniquement propre à la vidéo? Non, là, je parle en photo. Là, Ah, c'est un c'était mode en photo, photo. hein. C'est un mode Mode photo. photo. Ah oui, Mais c'est d'accord. vrai qu'on a des modes photo qui sont hérités des modes vidéo, Bah parce oui, qu'on se passe ouais, plus ouais. de capteurs photo ou vidéo. Je suis persuadé que c'est un capteur vidéo que l'on adapte à la photo. Mais finalement, on retrouve les mêmes langages derrière. On est dans cette logique-là. Ok. Moi, je voudrais juste rajouter que à la fin de la semaine, il y a le salon de la photo qui ouvre et que tous les jours, alors à midi le jeudi et ensuite à 11h, je donnerai une formation sur le stand Nikon sur la vidéo, sur justement parmi tous ces formats, parmi les modes de couleur, etc. Qu'est-ce qu'on choisit pour quelle utilisation? Donc si c'est quelque chose avec lequel vous hésitez un petit peu et que peut-être que vous n'êtes pas trop familier avec puisque vous venez plus de la photo, eh ben, n'hésitez pas à venir me voir, j'aurai plaisir à vous expliquer tout ça. Alors, on va changer de thématique maintenant et on va parler d'un autre aspect tout aussi important de cet appareil, à savoir son système autofocus, qui lui aussi est hérité de son grand frère, le Z9. Alors, les caractéristiques de cet autofocus, elles font carrément tourner la tête, hein. Donc, on est évidemment sur une technologie hybride face contraste. On dispose de 493 collimateurs qui couvrent 90% de la surface du capteur. On retrouve le suivi 3D, de la détection, du suivi de sujet et des dizaines d'options de personnalisation. Alors, c'est un autofocus qui s'adapte à toutes les situations et conditions et qui est particulièrement bien armé pour le sport, l'animalier et le reportage. Et pour s'en convaincre, on vous propose d'écouter le témoignage du photographe Elliot Blondet de l'agence Abaca. Il nous parle de son usage de l'AF du Nikon Z8 sur le terrain. On l'écoute. D'avoir un AF performant dans la détection du sujet est pour moi quelque chose de primordial parce que quand on fait des matchs de foot ou en ce moment, par exemple, dans la Coupe du monde de rugby, c'est très pratique parfois de pouvoir figer l'autofocus sur un joueur, sur une action pour ne pas se perdre parmi un bras qui va à un moment passer, qui va faire que l'autofocus va s'accrocher à autre chose. Au contraire, là, l'autofocus nous permet par exemple de rester vraiment sur le sujet de manière très performante et d'une certaine manière, cette aide technologique nous aide aussi à la création. Je me souviens d'une photo que j'avais faite de Jonathan Danty lors du dernier tournoi Destination, où on voit le sujet a tellement bien été gardé par l'autofocus que dans une mêlée complète, dans un ruck, complètement fouillis et ben, juste l'œil de Jonathan Danty est net dans l'image, alors qu'on ne voit que ça de lui, alors que tout le reste est flou. Parce que l'AF hem, avait bien gardé le sujet en tête. Et c'est à la fois quelque chose d'extrêmement souple et d'extrêmement intéressant, mais il faut pas non plus on n'oublie pas que la photographie, c'est quand même un art, c'est aussi un regard et il faut pas non plus se laisser faire par le boîtier. C'est qu'il faut savoir à la fois utiliser et apprendre à dompter cette technologie sans s'en rendre complètement dépendant. Parce que la technologie peut aussi des fois aller je veux dire, à l'encontre du processus créatif, comme il peut l'aider complètement, comme je vous l'ai dit au début. Moi, je trouve que ce que nous apporte le Z8, donc c'est vraiment cette polyvalence, c'est le fait de nous laisser du choix, nous permet du coup, d'apprécier l'autofocus en fonction des différentes situations qu'on a. Donc ça nous donne un confort de travail et l'avantage de ce confort de travail, on peut le personnaliser. Est-ce que je l'utilise en détection de sujets? Est-ce qu'au contraire, je l'utilise assez classiquement en suivi, un autofocus continu et là je cadre avec, les collimateurs que m'offre le boîtier. D'ailleurs les boîtiers m'offrent le nombre de collimateurs que je veux, si je veux les réduire, si au contraire je veux tous les utiliser. Par exemple les hybrides, notamment le Z8, il me permet de pouvoir utiliser l'autofocus de manière centrale, aussi bien que, dans tout le coin sombre en haut à gauche, par exemple avec la même précision
avec la même qualité, on va dire. En toute franchise, ces boîtiers sont déjà tellement complets et tellement parfaits dans leur utilisation que j'ai l'impression que de l'utiliser qu'à peut-être 15 ou 20% de ses capacités. Bon, c'est vrai qu'il est quand même très complet, hein, cet autofocus du Z8. Roland, est-ce qu'on n'est pas arrivé au point, sans mauvais jeu de mots bien sûr, où on peut laisser le boîtier, entre guillemets, travailler un peu les yeux fermés au niveau de la mise au point et que ça soit plus un sujet de préoccupation pour les photographes et les vidéastes? Oui et non. Alors, oui et non. Pourquoi non? Pourquoi non? Parce qu'on a de plus en plus aujourd'hui de systèmes qui permettent de faire en sorte à ce que les appareils photo déclenchent seuls et on peut les fixer dans des pods, on peut les fixer et qu'ils soient en veille directement. Mais par contre, on a également des autofocus que l'on va adapter aux utilisations. Donc, ça demande souvent à l'ensemble de nos utilisateurs de se pencher un petit peu dessus pour savoir quel est le mode optimum par rapport au type d'image qu'ils font. Parce que si finalement on a 9 ou 10 modes avec des singles, avec des continus, avec de l'intelligence sur la détection de sujets, il faut quand même dire à l'appareil photo dans quel univers photographique on est pour qu'il soit relativement efficace. Donc je compare un petit peu toujours l'apprentissage des autofocus à l'apprentissage de la musique. On fait des gammes, on a besoin de répéter, mais sur l'autofocus, comme l'a dit Elliot tout à l'heure, il a été vachement bon parce qu'en fait, il le maîtrise bien. Il a suivi son sportif parce qu'il maîtrise divinement bien l'autofocus. Il faut s'entraîner à l'utiliser, ouais. Et donc, en passant sur le Z8, on est d'accord qu'on a exactement le même système AF que le Z9. En pratique, c'est ce que Tout tu pareil. ressens, Aurélie, toi qui utilises le Z9 aussi. En utilisant le Z8, t'as pas eu de mauvaise surprise au niveau de l'AF, c'est la même chose? Non, ouais, effectivement, moi, j'ai pas vu de différence. Après, même quand on regarde techniquement, c'est le même capteur et le même Expeed 7, donc c'est ce couple-là, en fait, qui fait l'intelligence du boîtier. Et ce qui est extraordinaire aujourd'hui avec cet autofocus, c'est qu'on ramène beaucoup plus de rush utile. Avant, en fait, dans un rush, on avait quelques secondes qui étaient exploitables. Aujourd'hui, à partir du moment où on appuie sur REC, le point est sur notre sujet. Donc, on va pouvoir exploiter toutes les secondes qu'on a filmées. Et par exemple, pour moi, j'aime bien me mettre dans l'axe d'un athlète qui arrive sur moi. On sait qu'un skieur ou un VTTiste, ça va très vite. C'était impossible de suivre la vitesse du déplacement avec le point en manuel, comme on le faisait à l'époque des DSLR. Et aujourd'hui, on a des plans qu'on ne pouvait pas faire auparavant. Donc c'est vraiment un confort d'utilisation qui est exceptionnel. D'ailleurs, à ce niveau-là, Olivier, toi, on voit, hein, dans les making-of que tu proposes, que tu es très, très, très mobile et dynamique dans les plans que tu Il produis. court partout. Toi, tu bouges, les sujets bougent, il y a tout le monde qui bouge. L'autofocus du Z8, il arrive à suivre parce que là, on est dans des conditions très, très difficiles pour n'importe quel boîtier d'ailleurs. Oui, difficile, je suis pas sûr que ce soit vraiment difficile. En fait, effectivement, moi, je suis assez mobile, parce que c'est mon style de vidéo qui m'oblige, en fait, à être soit mobile moi ou soit à suivre mon sujet. Mais, généralement, en fait, je travaille sur un setup de type run and gun. Donc c'est-à-dire que mon boîtier, il va être monté sur un gimbal, un stabilisateur et après moi, je vais faire des mouvements, voilà, qui sont un peu tendance. C'est-à-dire qu'en gros, je vais utiliser, par exemple, le mode FPV ou voilà, je vais tourner, le gimbal pour avoir un certain mouvement de caméra. Mais moi, généralement, je laisse l'autofocus faire. C'est-à-dire qu'en gros, soit je me place en mode suivi du sujet ou en mode large, mode de zone large. Et jusqu'à maintenant, j'ai jamais vraiment eu de problème. Enfin, tous les plans que j'ai fait jusqu'à maintenant, l'autofocus s'en est très bien sorti. Ça a été rapide, efficace, vraiment très précis. Et enfin, moi, personnellement, l'autofocus du Z8, il est suffisamment performant par rapport à mon utilisation. C'est sûr que je fais pas de l'animalier, je fais pas du reportage ou je suis pas dans des situations extrêmes. D'autant plus que moi, en plus en vidéo, généralement, j'aime bien préparer les plans que je vais tourner. Donc, je sais par exemple à quel moment le sujet va entrer dans le cadre. J'utilise le mode d'autofocus en fonction et du coup, ça me permet en quelque sorte pas de faciliter le travail de l'autofocus, mais ça me permet de réduire les possibilités d'échec. Là, toi, tu parles d'une gimbal et du fait que tu te déplaces et que tu bouges beaucoup, mais on n'a pas pour l'instant parlé d'un élément qui est important aussi et à rappeler dans le Z8, c'est la stabilisation qui est intégrée. Est-ce que il vous arrive de vous reposer sur la stabilisation du boîtier, qui peut être couplée avec l'optique? Comment vous en servez? Tout le temps. Moi, je suis, comme je le dis depuis le début, moi, je suis beaucoup en montagne.
le moins j'ai d'accessoires, le mieux c'est. Donc tout à l'heure, on parlait des codecs, toutes les capacités d'enregistrement en interne font que je vois pas l'intérêt d'avoir un enregistreur externe. Donc déjà, on s'épargne ça comme accessoire. Et moi, c'est très rare. Alors j'aime bien utiliser un gimbal pour certains plans de lifestyle, mais je ne l'emmène pas en montagne typiquement. Et la stabilisation est juste exceptionnelle. Et j'ai envie de dire aussi qu'il y a une certaine mode aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression que les gens qui viennent de la photo ont peur en fait du mouvement. Donc eux, ils vont vouloir des plans ultra stables et j'utilise tout le temps un gimbal. Mais je vois dans mes collègues, ceux qui font de la vidéo depuis longtemps se sont peut-être un peu lassés de ces plans-là et on revient à plus de mouvement. C'est-à-dire, même vous regardez des films hollywoodiens qui ont des budgets qui leur permettent d'avoir toute la machinerie qu'ils veulent, et ben, la plupart des plans aujourd'hui bougent un peu. Ouais, Et l'effet caméra à l'épaule un peu, ouais, c'est vrai. Voilà, mais qui n'est pas aussi marqué que quand on regardait les films du dogme danois, par exemple. Ouais. On n'est pas du tout là-dedans. On est dans un très léger mouvement qui rend la caméra assez humaine. Et la stabilisation fait que le mouvement humain n'est pas gênant, en fait. Il reste fluide. Ça fait un peu un mix entre le gimbal et la caméra trop à la main qu'on avait il y a une dizaine d'années. Donc je trouve que c'est un compromis qui fonctionne très bien. Ouais. Alors évidemment, hein, les performances de ce système autofocus dépendent en partie des technologies de détection et de reconnaissance du sujet. Alors aujourd'hui, le Z8 est capable d'identifier des humains sous différentes formes, des félins, des voitures, des motos, des vélos, des trains, des avions. S'il y a bien un domaine où les mises à jour de firmware permettent d'améliorer les performances d'un boîtier, c'est sur l'autofocus. Roland, on va être dans cette même philosophie avec le Z8. L'autofocus va probablement être mis à jour régulièrement pour améliorer les algorithmes de détection et de reconnaissance de sujets. On va dire que l'autofocus va plus évoluer, je pense que personne ne me croirait, donc ça paraît logique que l'on évolue en permanence. Après, souvent, les évolutions sont liées également à la puissance du processeur. Donc là, on va voir encore quelles sont les ressources. Mais ce qui me paraît intéressant, c'est de se dire que, comme tout le monde l'a souligné, l'autofocus, on est quand même au-delà des besoins de la majorité des personnes. Mais cette détection de visage qu'on a dans les autofocus, elle peut servir également à autre chose. Et c'est là où je trouve très intéressant de rentrer dans l'intelligence du boîtier. C'est-à-dire, on a des nouveaux modes qui s'appellent maquillage, qui s'appellent ton, qui sont peut-être pas bien renommés. Mais la synthèse, c'est que cette détection des sujets nous permet de faire de la retouche sélective dès la prise de vue. Et un mode maquillage, c'est pas le filtre Instagram maquillage, c'est juste un lissage des teintes chères parce que l'appareil photo est capable de détecter jusqu'à 3 teintes chères sur une même photo ou sur un même plan vidéo. Et là, se dire que finalement, je travaille en 45 millions, je sais que quand je fais un portrait, j'ai toutes les aberrations de peau qui remontent, et finalement, avoir dès la prise de vue, ou en 4K pareil, hein, je parle à 45 millions, ou en 4K pareil, ou en 8K pareil, avoir cette capacité de dire, ben, mon boîtier, il a de l'intelligence, et finalement, il me fait un petit peu de retouche beauté suffisamment légère pour m'épargner du temps post-production. Bah, c'est bien quoi. Et correction des tons, pareil, sur de la retouche colorimétrique, juste sur un teinte chair, parce qu'on s'est rendu compte qu'il fait chaud et que quelqu'un est un petit peu rouge. Ben, on va enlever un petit peu de rouge juste sur la teinte chair. Donc je trouve que derrière ces détections se cache tout un monde dans lequel on est en train de tranquillement rentrer, qui pour moi sera les évolutions dans les années à venir, cette notion de retouche sélective dès la prise de vue, alors qu'on était habitué à la retouche globale avec les piqûres contrôle, avec les balances des blancs, etc. Mais pour rassurer peut-être ceux qui viendraient de l'univers du réflexe et qui basculeraient sur le Z8, il y a aussi des éléments de l'ancien monde qui sont toujours présents et qui sont là pour rassurer, comme le mode de suivi 3D qui est là. Qui s'est beaucoup amélioré. Qui s'est beaucoup amélioré et qui n'était pas là au début des hybrides Nikon Z et qui est arrivé avec le grâce. Oui, et qui va beaucoup plus loin parce que si on lui associe au 3D une détection de sujet, ben on va mettre un collimateur sur un buste et d'entrée de jeu, il va aller chercher l'œil qui est au-dessus. Donc, on retrouve des anciens, mais chaque fois que j'ai un nouvel utilisateur, je demande un petit peu d'oublier la façon dont il travaillait pour comprendre le système et être optimum. J'entends par là l'exemple, régulièrement, la personne me dit « Ah ouais, super, super, et dis-moi où est la mesure spot ?» Ben non, non, tu es dans une visée hybride, tu vois ce qui se passe, tu exposes dès la prise de vue. Non, tu n'as pas lieu de faire différentes analyses de lumière. Donc ça, c'est l'exemple qui permet de dire qu'il faut quand même changer de cerveau quand on bascule sur ce nouveau système. Donc oui, c'est comme des tiroirs. On peut avoir les tiroirs et tranquillement ouvrir et rassurer et rester là. Mais j'invite tous les clients qui nous font confiance d'aller beaucoup plus loin et de rentrer dans ces automatismes parce qu'ils vont s'éclater, ils vont gagner du temps.
C'était le cas de Thibaut Chap où on préparait les conférences du Salon de la photo et lui, il a une conférence où le passage à l'hybride l'aide à gagner en productivité. C'est le postulat de sa conférence et c'est vrai. Alors, bon, on l'explique depuis le début de l'émission, hein, le Z8, c'est un appareil qui est extrêmement polyvalent. Polyvalent en photo, polyvalent en vidéo. Et en photo, il peut s'adresser à tous les types de photographie, notamment le sport et l'action. Alors, on l'a vu avec un premier aspect sur ces technologies autofocus, mais qui dit sport et action dit naturellement prise de vue en rafale. Et là, accrochez-vous, le Z8 est capable d'aligner jusqu'à 120 images par seconde. 120 images par seconde, c'est plus de la rafale, c'est de la vidéo en slow motion, Roland. Alors il va plus loin, il peut faire 120 images, mais il peut avoir les images avant que tu déclenches. Et en plus, il peut Ah, avoir les Très images, sûr. la fonction de pré-déclenchement. Mais c'était ce que je disais il y a en milieu d'interview, cette notion de capteur vidéo qui fait aussi capteur photo, on est en plein dans cet univers-là. Donc oui, on peut faire des rafales de 120 images par seconde avec cette logique de vouloir avoir la meilleure expression derrière. Rappelons quand même que ça, c'est valable à une définition qui est quand même largement Un petit revue à peu la baisse, limitée. puisqu'on Ouais. est à 11 images, on est à 11 millions de pixels. Donc c'est l'équivalent du D3 à l'époque. Oui, c'est ça. 12 millions, c'est déjà très très bien, 120 images secondes, et en JPEG uniquement. Ouais. Mais voilà, il y a des actions en sport où on peut avoir besoin de cette microfraction parce que ça se passe au milieu, quoi. C'était les copains de l'équipe, notamment. On a fait un petit tuto avec eux où on associait la pré-capture et les vitesses rapides, et notamment dans l'univers de la photographie de boxe. Et jusqu'à présent, c'était un petit peu du coup de bol et des belles images. Ils en arrivaient à avoir 2-3 par match. Ben là, chaque fois qu'il y avait un point qui partait, s'il était bien placé, s'il était du bon côté, ben, il avait la bonne photo sur les 120 images en utilisant la pré-capture. Alors la pré-capture, hein, je réexplique pour ceux qui ne connaissent pas, c'est que le boîtier commence à enregistrer sa séquence en rafale jusqu'à une seconde avant qu'on appuie sur le déclencheur. C'est bien ça. Exactement, il garde dans le buffer, puisqu'on est sur une visée hybride, on voit l'image qui se forme. Donc cette image-là, elle passe, mais non, l'appareil photo garde une seconde de l'image passée. Et donc dès le moment où on déclenche, ben, cette image d'une seconde, cette séquence d'une seconde, elle est conservée. Parfait. Alors, on va terminer le tour du propriétaire de ce Nikon Z8 par parler un peu du boîtier en lui-même et de son ergonomie, parce que s'il y a bien quelque chose qui le différencie de son grand frère, le Z9, c'est bien son form factor et son poids. Roland, le Z8, c'est un boîtier qui est quand même plutôt compact. C'est un boîtier qui est non monobloc. Du coup, en termes de dimension et de poids, si on le compare au Z9, on gagne quoi exactement ? 30% par rapport à un Z9 et on est à 15% par rapport à un D850. Ok. Et c'est un form factor, du coup, il y a un gabarit qui se ressemble, qui se rapproche de celui des Z6 II et des Z7 II. Un petit peu plus épais, on va dire, mais on est dans cette logique-là d'un appareil qui n'est pas monobloc. Pour nous, on a deux types d'appareils. On a les monoblocs et puis les appareils photo classiques. L'énorme avantage du monobloc restant quand même cette capacité de prise en main verticale pour tout ce qui est notion de portrait qui est fortement intéressant. Puis l'avantage du monobloc également, c'est qu'on peut y mettre un accu beaucoup plus gros. Et là, quand même, sur le Z8, il y a la possibilité d'adjoindre un grip, ce qui n'était pas possible sur les premiers Z6 et Z7. Mais là, cette fois, vous y avez pensé. Il y a un grip Dès la proposé sortie, en oui, option. tout à fait, qui est proposé et qui permet de mettre deux accus à l'intérieur, donc de gagner en autonomie directement. Aurélie, Olivier, j'imagine que le gabarit du Z8, c'est plutôt un avantage dans de nombreuses situations de prise de vue en vidéo. Olivier, je pense à toi avec ton gimbal à bras levés. J'imagine que c'est mieux de le faire avec un Z8 qu'avec un Z9 pour soulager l'épaule et le bras. Ouais, clairement, moi, si je peux gagner en légèreté par tous les moyens, je suis preneur. Et c'est vrai que là, on a quand même un boîtier qui est hyper polyvalent et qui reste dans un boîtier un peu compact. Donc, c'est que du bénéf, quoi. Et ce nouveau form factor du Z8 ne sous-entend pas de compromis pour ce qui est de la prise en main et de l'ergonomie. Et on a cet appareil qui reprend la philosophie en quelque sorte du Camera NES Caméra NES, que ouais. tu vas nous expliquer une nouvelle fois. Caméra NES, c'est cette notion de bien sentir l'objet, que tous les boutons tombent au bon endroit. On est dans production, on a besoin d'avoir une lecture à droite, une lecture à gauche. On souhaite, l'un des boutons des optiques par exemple, on souhaite y afficher une relecture ou on souhaite y afficher une ligne d'horizon, peu importe, on se personnalise l'appareil photo pour être efficace dans notre production photographique.
Donc ce côté caméra NES, oui, on est bien avec l'appareil, on le sent bien et naturellement on l'oublie parce que c'est un petit peu toute la force du système photo. Il peut avoir beaucoup de boutons. Dans tous les cas, quand on photographie, on s'intéresse à notre sujet et on oublie l'appareil photo. Et là, cette notion de caméra NES, c'est tous les boutons tombent au bon endroit, c'est la bonne ergonomie pour que j'oublie mon appareil. Les boutons, et puis il y a un élément ergonomique qui a tendance à disparaître sur beaucoup d'hybrides aujourd'hui, c'est l'écran supérieur. Or, ça reste un truc qui est quand même sympa, qui permet de rappeler les réglages en un clin d'œil. Comme ça, quand on prend l'appareil, on sait à peu près les réglages qui Ouais, sont, avant de qui le sont à monter à l'emploi. l'œil. Ouais, ouais. Ouais, avant de le monter à l'œil. Et c'est vraiment bien d'avoir conservé ça, je trouve. Et d'un point de vue ergonomie, il y a quelque chose dont on n'a pas encore parlé, c'est le viseur. Et le viseur est vraiment exceptionnel. Alors, je me rappelle pas par cœur du nombre de lumens, mais la luminosité est exceptionnelle. Et on a souvent l'idée que quand on fait de la vidéo, on cadre forcément à l'écran, ce qui était le cas à l'époque des DSLR, puisqu'il fallait relever le miroir. Mais avec les hybrides, on n'a plus besoin de ça. Et même si l'écran est très bon, moi personnellement, j'utilise énormément le viseur. Et quand je suis sur glacier, où j'ai énormément de lumière autour de moi, j'ai un confort de visualisation de mes images qui est vraiment appréciable. Et ce viseur, il a la technologie du double flux. Tu peux nous en dire un mot, Roland, là-dessus? Dual stream. Mais le dual stream, c'est tout simplement en sortie de capteur, il y a des informations qui montent directement vers le viseur et puis d'autres qui sont directement enregistrées vers la carte et qui sont processées. Donc, l'idée du dual stream, c'est de voir en permanence ce que voit l'appareil photo, que lors du déclenchement, il n'y ait pas de blackout, qu'il n'y ait jamais de passage au noir. Super. Et puis pour compléter très rapidement cette partie sur l'ergonomie de l'appareil, on peut parler un peu des interfaces. On va retrouver deux ports USB-C avec la possibilité de recharger l'appareil tout en effectuant des transferts d'images sur un ordinateur. On va retrouver une prise HDMI type A, une prise casque, micro évidemment, le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5 pour la partie sans fil. Par contre, pas de GPS et pas de RJ45 ni de prise synchro-flash. Là, c'était vraiment pour essayer de gagner un peu de place. Alors, ça, pas c'est des d'RJ4. caractéristiques du Z9, quoi. Alors, pas d'RJ45, sauf à mettre un adaptateur USB-C RJ45 et ça fonctionne très bien. Mhm. Il y a toutes les parties réseau. Pas de GPS, c'est vrai, mais d'un autre côté, si on communique avec notre smartphone qui serait associé en Bluetooth avec SnapBridge, on peut récupérer les données GPS. Ok. Donc, il y a d'autres réponses qui interviennent. Et puis sinon, il y a des GPS externes qui sont disponibles chez nos différents revendeurs. Et la dernière chose que tu as dit qu'il n'y avait pas et que peut-être il y avait, c'est Le prise synchro-flash. la Là, on est prise sur du synchro-flash. détail. C'est vrai qu'il n'y a pas de prise associée, mais on peut tout à fait mettre au-dessus de l'appareil un petit convertisseur. Puis aujourd'hui, on est plutôt à mettre des adaptateurs pour faire du flash en haute lumière. Aujourd'hui, la plupart du temps, quand on rééclaire au flash, c'est qu'on a des besoins différents d'il y a un paquet d'années. Et là, le fait de travailler en mode strobiste avec des vitesses de capture très rapides en flash plein jour, c'est plutôt ce que l'on recherche. Et là, on va mettre une tête sabot directement dessus. Tu as oublié toute la partie réseau parce que tu m'as juste parlé d'un adaptateur, mais dans l'univers réseau, il y a énormément de possibilités. Puisqu'on peut déposer sur tout ce qui est serveur FTP, on peut synchroniser plusieurs appareils photo, on peut les piloter à distance via Nixfield. Je pense que la partie réseau, c'est une émission à part entière. Ouais, Nixfield, c'est une appli pour iPad, mais que tu peux avoir même sous n'importe quel Android aussi désormais. Alors iPad, c'est sûr, parce que c'est comme ça qu'on l'utilise, mais Ouais. l'idée, c'est de synchroniser, de piloter à distance plusieurs boîtiers, puis d'avoir en retour sur notre téléphone ou notre iPad tous les paramétrages de l'appareil photo et les images pour directement ensuite les envoyer vers un serveur FTP. Donc là, on est dans une logique d'un photographe qui pilote plusieurs appareils photo en même temps. Et puis tu rajoutes la rafale, tu rajoutes la pré-capture là-dessus, les évacuations FTP et sur le Z9, les reconnaissances de sujet pour que l'appareil photo déclenche tout seul et tu te rends compte que l'on est en train de rentrer dans un univers qui est très très éloigné de ce qu'était la photographie il y a 15 ans. Ouais. Aurélie, Olivier, alors Aurélie, tu nous as déjà dit que toi, tu as apprécié particulièrement la qualité du viseur du Z8. Olivier, toi, d'un point de vue ergonomique, est-ce qu'il y a quelque chose qui te marque particulièrement sur ce boîtier? Moi, c'était une des premières réflexions que j'avais faites lors de la campagne de lancement. C'était l'écran inclinable sur 4 axes. Je trouve qu'il est vraiment très très pratique, notamment pour moi qui fais beaucoup de contenu, enfin essentiellement du contenu sur les réseaux sociaux. Donc je shoot
aussi bien les photos et les vidéos en verticale. Et là, le fait de pouvoir avoir cet écran inclinable à la verticale, de pouvoir, par exemple, lorsque je fais des photos à ras le sol, de pouvoir l'orienter vers soi, ben, c'est un confort qui est non négligeable. Et ce que j'aime bien également, c'est que comparativement à d'autres modèles, on va dire, de caméras vidéo, où là, on a un écran pivotable, Mhm. celui-là, il va rester dans l'axe. Et Ok. donc, typiquement, quand on est sur un gimbal et qu'on a un écran qui n'est pas déporté, ça permet d'avoir des plans beaucoup plus droits. Bon, bah écoutez, on va conclure cette présentation quasi exhaustive du Z8 sur ces mots. Merci Roland, merci Aurélie, merci Olivier d'avoir pris le temps de nous expliquer tout ça. Alors avant qu'on passe au débrief, on va revenir quelques instants sur le jeu concours qu'on organise avec Nikon à l'occasion de cette émission spéciale et qui peut vous permettre de remporter une formation photo ou vidéo d'une journée à la Nikon School avec un code promo d'une valeur de 550 € qui est valable jusqu'à la fin de l'année. Alors pour participer, c'est très simple. Ça se passe comme d'habitude sur notre compte Instagram. Pour participer, vous devez, dans un premier temps, suivre les comptes Instagram de Faut pas pousser les ISO et de Nikon FR. Et dans un second temps, répondre en commentaire du post qui annonce le concours à la question suivante. À quel mode de ton est associé le nouvel espace couleur BT 2100 ? Je pense qu'il y a un rapport avec la photographie HDR. On en a parlé il y a quelques minutes. Un tirage au sort sera organisé pour désigner la ou le lauréat qui sera contacté par message privé et recevra son code cadeau Nikon School valable pendant 1 an. Vous avez jusqu'au 8 octobre prochain pour participer. On vous souhaite bonne chance à tous. Voilà pour cette émission spéciale dédiée au Z8. On attaque le débrief. Nous sommes toujours avec Roland Sierbiel de Nikon France, la réalisatrice Aurélie Gonin et le photographe et vidéaste Olivier Wang pour parler du nouveau Nikon Z8. Si on devait essayer de résumer et de synthétiser tout ce que l'on s'est dit pendant cette émission. Première question pour toi, Roland, à qui s'adresse le Nikon Z8 ? À tous les photographes et les vidéastes qui cherchent un appareil photo compact, léger et puissant. Olivier, pourquoi le Z8 est un outil particulièrement adapté, de ton point de vue, à la création de contenu pour les réseaux sociaux ? Alors, tout simplement parce que c'est un outil qui, comme l'a dit Roland, qui est polyvalent et qui va en fait permettre de créer tous les contenus présents qu'on retrouve en fait sur les réseaux sociaux. Et ça, sans compromis, que ce soit sur la partie vidéo ou sur la partie photo, et avec une efficacité qui est assez redoutable. Roland, qu'est-ce qu'il faut savoir sur le capteur du Nikon Z8 ? C'est le capteur du Z9. C'est un capteur de 45 millions de pixels qui nous permet en vidéo de monter jusqu'à un format de 8K. Et toujours type empilé, donc Toujours stack stack et avec puce empilé, incorporée qui permet... Et des transistors pour tout ce qui est évacuation des données très rapidement. Aurélie, quelles sont les 3 features vidéo clés selon toi du Nikon Z8 ? Alors, on vient de parler du capteur, c'en est un. Les atouts d'avoir un capteur 8K, c'est qu'on va avoir un suréchantillonnage étendu et un zoom haute résolution quand on tourne en 4K. Un autre atout, c'est les formats disponibles, donc codec, taille et cadence qui répondent à tous les types de production, à tous les tournages. Et puis, l'intelligence artificielle dont on bénéficie pour l'autofocus et aussi pour les fonctions d'amélioration des peaux, dans toute la fonction maquillage, et la fonction qui permet d'affiner la teinte des chairs sans modifier le reste de l'image. Roland, l'autofocus du Z8 est hérité du Z9. C'est une véritable révolution. Est-ce que tu peux nous expliquer comment il fonctionne et qu'est-ce qu'il est capable de faire de si différent par rapport aux anciennes générations ? Alors, comment il fonctionne? On est toujours dans une logique de choisir sa zone d'accroche, sa surface de collimateur qui est réglable. Au sein de cette surface, on va se poser la question de savoir si notre sujet est fixe ou si on accompagne notre sujet. Et puis après, chaque fois sur la zone des collimateurs, on va pouvoir ou non rajouter une intelligence dans la détection du sujet. Puisque naturellement, un collimateur prendra la zone qui lui est dessus ou la zone la plus proche de lui. Mais dès le moment où on mettra par exemple une détection de sujet, à ce moment-là, dans la surface choisie, il ira d'abord chercher le sujet et petit à petit, il affinera. Donc ça sera le buste, puis le visage, puis les yeux.
Olivier, le Z8, il est capable de faire des séquences en rafale jusqu'à 120 images par seconde en photo et des ralentis en vidéo jusqu'à 120 images par seconde. À quoi ça sert des cadences d'acquisition comme ça en photo et en vidéo? Moi, j'aimerais bien parler pour la vidéo. Je sais que sur les réseaux sociaux, on a beaucoup de tendance à faire du slow motion. Et donc là, le fait de pouvoir bénéficier du 120 FPS en 4K et sans crop, c'est un vrai atout puisque du coup, on va pouvoir rajouter de beaux effets. Il y a beaucoup ce qu'on appelle des b-roll. C'est des séquences esthétiques où on va mettre en avant un produit. Et là, on filme énormément en 4K 120 FPS. Parce que du coup, ça permet d'une part de faire des ralentis jusqu'à 4 à 5 fois en fonction voilà, de la cadence d'image à laquelle on monte. Mais ça permet aussi de faire, on va dire, des plans beaucoup plus esthétiques que si on laissait par exemple tourner la caméra à une cadence, je sais pas, 24 ou 25 FPS, quoi. Ok. Et après, effectivement, bah, en photo, c'est voilà, le fait de ne rater aucune occasion, aucune opportunité lorsqu'on photographie des sujets rapides. Quand tu dis FPS, on précise aux auditeurs que c'est images par seconde, c'est frame per oui, seconde en anglais. Petite traduction. Exactement, les frames per second. Aurélie, le Z8, il fait des vidéos en 8K 60p RAW 12 bits en interne. C'est vraiment utile. Ces caractéristiques surdimensionnées? Alors la 8K Association recommande de tourner à haute cadence quand on fait de la 8K, donc le 60p fait complètement sens par rapport à ça, et de même aussi que le RAW 12 bits, puisque là on sait qu'on va chercher la qualité maximale. Après, pour la partie production, moi j'ai eu à faire des documentaires en 8K pour la pérennité des images, notamment pour filmer des glaciers qu'on sait voués à disparaître. Mais aujourd'hui, le plus souvent, on fait de l'Ultra HD, donc on appelle aussi de la 4K, voire encore de la HD pour la télé, à part pour la télé japonaise. Donc, c'est rare aujourd'hui qu'on produise un contenu en 8K. Par contre, le fait d'avoir un capteur 8K, c'est intéressant. Déjà pour recadrer l'image, c'est-à-dire que si on fait une vidéo en 4K et qu'on a tourné avec une image 4 fois plus grande, ben on peut avoir plusieurs échelles de plans à partir d'une même image. Donc ça, c'est intéressant, notamment quand on fait de l'interview. Et un autre intérêt, c'est d'avoir un capteur 8K pour faire de la vidéo 4K et bénéficier comme ça du suréchantillonnage étendu, c'est-à-dire qu'on utilise tous les pixels, on a beaucoup plus de pixels pour créer ceux de notre image au final, et de la même manière le zoom haute résolution qui nous permet en fait de zoomer 2 fois dans notre image de manière artificielle, mais sans perdre aucune qualité. Et ça, c'est quelque chose dont je me sers, moi, quand je suis sur une paroi, je ne vais pas aller changer d'objectif. Donc si j'ai mon 24-120 et que j'aimerais aller faire un plan beaucoup plus serré, ben, grâce au zoom haute résolution, je me retrouve avec un 24-240 qui est une optique qui n'existe pas, qui ouvre à 4 et pour laquelle j'ai aucune perte de qualité. Donc ça, c'est vraiment un des intérêts d'avoir un capteur 8K aujourd'hui. Par contre, tu parles de 8K, de documentaires, d'interviews. Tu n'as jamais eu de cas de surchauffe en filmant comme ça au long cours? J'ai eu des cas de surchauffe et c'est pour ça que je suis impatiente d'avoir la nouvelle carte CF Express, puisque le problème vient pas du boîtier, en fait, il vient des cartes derrière. Et effectivement, quand on tourne dans des formats pareils, eh bien, c'est toute la chaîne qui doit suivre, c'est-à-dire c'est les cartes qui sont capables d'enregistrer dans des tels débits. Ensuite, c'est les disques durs qui sont capables de lire des tels fichiers et les ordinateurs, évidemment, pour monter. Donc après, pour la partie montage, on peut utiliser les proxys qui sont des versions allégées en fait, des fichiers qui sont générés automatiquement dans le boîtier. Mais si on a une machine puissante, on n'a pas forcément besoin de faire appel à ça. Elle explique bien, Aurélie, quand même. On comprend. Je suis formatrice aussi. Faut venir au salon de la photo. Le dieu de Native Ido, c'est assez impressionnant. Venez l'écouter au salon de la photo tous les matins. On continue. Roland, combien ça vaut un Nikon Z8? Bah, tu l'as dit tout à l'heure, 4599. Olivier, selon toi, qu'est-ce qui pourrait encore être amélioré sur le Z8 d'un point de vue matériel ou logiciel? Non, alors, d'un point de vue matériel, je vais être un peu joueur, mais j'aurais aimé avoir un boîtier encore plus compact. Parce que moi, qui travaille principalement, encore une fois, au gimbal,
c'est vrai qu'après une journée de tournage, ça commence quand même à se faire sentir, d'autant plus que je travaille par exemple avec le 24-70 qui n'est pas non plus léger, le f2.8, Ouais. je rappelle. Et après, point de vue logiciel, moi je trouve, et ça j'avais déjà fait remonter à Nikon, que l'aide à l'affichage qui est disponible lorsqu'on shoot en N-Log, il n'est pas assez précis. En fait, il va en quelque sorte surexposer. Enfin, on a l'impression que l'image, elle est surexposée alors que pas du tout. Ok. Donc, ça peut porter à confusion lorsqu'on utilise cette aide à l'affichage. Donc, moi, je préfère, quand je shoot en N-Log, ne pas l'utiliser. Ça marche. Mais ça, apparemment, c'est... Je sais pas. Bon, ça, c'est potentiellement un truc qui peut se Ouais. corriger facilement pour le coup. Et pour terminer, Aurélie, au final, Z8, Z9 ou les deux, mon capitaine? Ah, les deux. J'aime tellement mon Z9. J'ai du mal à m'en séparer. Et après, c'est selon les jours, selon les utilisations. Quand on a besoin d'être léger et compact, le Z8 est parfait. Après, pour affronter une tempête de neige, je ne l'ai pas encore testé, mais j'avoue que je ne suis pas très inquiète par rapport à sa robustesse, mais je sais que le Z9 est vraiment exceptionnel en termes d'étanchéité et d'autonomie. Et puis, il y a encore pas mal de mes collègues vidéastes qui aiment bien les caméras assez conséquentes, qui tiennent bien dans la main. Donc, pour tous ces gens-là, le Z9 a encore de beaux jours. Ça marche. Merci beaucoup à tous les trois pour toutes ces explications. Il est temps d'attaquer la dernière partie de cette émission et de se frotter au traditionnel quiz. Le principe du quiz est très simple. Nous avons reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils vous ont posées via notre compte Instagram en lien ou non avec le sujet de cette émission. Nous en avons sélectionné quelques-unes et vous allez avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. Avez-vous tous bien compris la consigne ? Oui. Oui, Ok. Arthur. Première question pour toi, Roland, qui nous vient de emric.v. Est-ce que le futur Z6 III va hériter des nouveaux algorithmes autofocus du Z8 ? Z6 III, j'ignore ce boîtier, j'ignore s'il va exister. Par contre, s'il y a de nouvelles sorties Nikon, je pense qu'on en parlera ici autour d'un micro. Oh, ça reste très mystérieux tout ça, hein ? Ouais, nous on est prêts. Hein. On attend. Ok. On attend encore quelques secondes. La fin du chrono. Deuxième question pour toi, Aurélie, qui nous vient de Paul Bourdel. Elle est très simple. Est-ce qu'on lâche son Z9 ? Non, on lâche pas son Z9 parce qu'on sait qu'il a des fonctions que n'a pas encore le Z8, notamment l'autocapture, qui est un piège photographique ou vidéo. Et puis parce qu'on sait que point de vue robustesse et autonomie en matière de batterie, il est toujours imbattable. Une fois de plus, c'est carré. C'est nickel. Il n'y a rien à redire. Moins de 30 secondes, bravo. C'est dommage que Vincent Munier ait pas eu le Z9 pour faire ses pièges photos de la Panthère des Neiges. Ah bah ouais, ça lui Ah aurait peut-être ouais. simplifié la vie. Hein. Troisième question pour toi, Olivier, qui nous vient de Photodab78. Drôle de blaze. C'est quoi la recette magique d'un bon Reels, de photographe sur Instagram ? Pour un photographe, Ouais. compliqué. Alors, les Reels, c'est un format de vidéo court, dynamique et engageant. Et pour un photographe, il y a plusieurs types de Reels qui marchent. On a les Reels où on montre les behind the scenes. C'est-à-dire qu'on va montrer quel est le processus créatif derrière une image. Ça, c'est très intéressant pour un photographe de montrer le behind the scene et de montrer ensuite le résultat. On a aussi tout ce qui est... Ah, il termine traface quand même. On a également tout ce qui est before and after, c'est-à-dire qu'on va montrer l'avant de sa photo et ensuite montrer l'après. Beaucoup de tendances qui sont liées à ça et qui peuvent très bien marcher et permettre de gagner en visibilité.
Et sinon, il faut juste se faire plaisir et poster ce qu'on a envie sans se prendre trop la tête et essayer de chercher à faire des vues. Très bien. Prochaine question pour toi, Roland, qui nous vient de Ignacio_S_B. Est-ce que le Z8 va recevoir les mêmes mises à jour de firmware que le Z9? Là non plus, je suis pas dans le secret des dieux. Ça paraît logique qu'il y ait une certaine évolution, mais au jour d'aujourd'hui, l'autocapture, on l'a pas, et j'ignore si on l'aura. Mais c'est vrai que la logique voudrait que, sachant qu'ils ont le même processeur, le même capteur, etc. Peut-être pas sur toutes les fonctionnalités, Non, mais non. peut-être sur l'autofocus, il y a des chances que ça se passe comme ça, quoi. Après avoir des petites différences entre les deux modèles, ça se justifie également. Ouais, complètement. C'est vrai. Prochaine question pour toi, Olivier, qui nous vient de Red One. Quel gimbal conseillé pour le Z8 en vidéo avec un zoom type 24-70 mm? Moi, je conseille les Gimbal Pro de DJI ou de Zhiyun, pardon. On a les DJI RS3 Pro ou le Weebill 3S ou le Crane 4. Ce sont des gimbals qui sont suffisamment robustes et qui marchent très bien, parce que moi j'ai le Weebill 3S et il marche très bien, que ce soit en format horizontal ou en format vertical. Donc un des deux, ça marche très bien. Dernière question pour toi, Aurélie, qui nous vient d'une dénommée Claire. Est-ce que tu vas bosser sur les Jeux Olympiques Paris 2024? Oui. Ah, on fait plus du sport d'hiver alors. Ah non, j'aime bien les sports d'été aussi. Et oui, je serai sur les JO et je vais même travailler pour eux dès le mois de novembre pour former une équipe de caméras. Donc ça va être un projet intéressant encore une fois. Quel type d'épreuve tu vas couvrir? Eh bien, un peu toutes du coup, puisque Ok. je vais superviser une équipe. La cérémonie d'ouverture aussi? Probablement. Et enfin, une dernière question pour toi, Roland, qui nous vient du petit Nicolas et qui nous a fait la surprise de nous envoyer un petit mémo audio. Salut Roland. Écoute, après toutes ces années chez Nikon, je me pose une question. Qu'est-ce qui te motive encore autant pour faire tout le boulot que tu fais aujourd'hui? J'aime pas la routine. Et chez Nikon, ça bouge tout le temps. On a plein de métiers différents qui sont complètement transversaux. Et derrière chacun des métiers, c'est des possibilités de rencontres. Et c'est un petit peu ça mon moteur. C'est l'imprévu, c'est la rencontre et c'est aller voir les autres. Merci Nicolas. Et tu sais très bien mener les interviews. Vous pouvez revoir la rencontre avec Munier, Balesta et Pesquet sur YouTube, sur la chaîne de Nikon France. Ouais, qui était une Tu t'en es très, pas très mal belle sorti, aventure. Ouais, une très belle aventure. Et enfin, pour terminer, une question de mes soins, une question qui tue. Question que je pose évidemment à tous les trois. Quelles sont, selon vous, les évolutions à prévoir sur le futur Z8 II? Waouh. C'est pas facile quand t'as un boîtier qui a déjà tout ce que t'attends. J'avoue que... Oui, puis je sais pas. il y a un boîtier pour lequel on n'a pas digéré la totalité des fonctions, parce qu'il y a certains sous-menus, certains raccourcis où je suis pas sûr de les avoir. Clairement, pareil, pour un boîtier que j'utilise même pas à 30%, je pense que là, j'ai pas encore pensé aux nouvelles fonctionnalités qui pourraient arriver, quoi. Ou la question pourrait presque être quelles sont les fonctions que vous n'avez pas encore découvertes sur le Z8. En le remanipulant, je m'aperçois avec bonheur qu'ils ont remis les touches rétroéclairées. Ça, c'est vachement bien. C'est-à-dire que quand tu es dans l'obscurité, tu peux éclairer les touches à l'arrière. Canon. Ça, c'est quand même cool. Je pense que pour répondre plus finement à la question, il faut s'interroger également sur toute l'évolution que l'on voit arriver, parce que l'intelligence artificielle change énormément de données, et c'est voir un petit peu comment ces nouvelles tendances vont arriver sur nos boîtiers. Et on va conclure le quiz sur ces mots. Merci à tous. Nous voilà désormais à la fin de cette émission. Roland, Aurélie, Olivier, c'était un plaisir de vous avoir avec nous à nos micros. Merci beaucoup. Roland, juste encore quelques secondes pour évoquer une autre grande nouveauté chez Nikon qui est arrivée il y a quelques jours, le ZF. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Qui est arrivé le 20 septembre. Ouais, c'est une super surprise.
Ben, c'est un nouvel appareil qui a l'ADN un petit peu iconique, mais pas que. Iconique parce qu'il a tout simplement la forme et le look d'un FM2. Quand on les met côte à côte et quand on les soupèse et quand on les regarde, bon, on a l'impression d'être avec ce boîtier-là. Donc on est sur ce petit côté bel objet, statutaire, on affiche une image, etc. Et puis quand on rentre dedans, eh ben, on a la bonne surprise d'avoir un couple capteur qui est assez magique, un capteur de 24 millions de pixels, donc il passe partout, mais surtout associé à l'Expeed 7, donc associé au processeur des Z9 et des Z8. Et là, bah, c'est un super moteur dans ce boîtier néo-rétro, dans ce boîtier iconique, et qui ouvre des tas de possibilités, et notamment sur les autofocus. On a beaucoup de points communs avec les Z8, Z9, les modes HLG, et puis des tas de nouvelles technologies qui sont arrivées, comme le Pixel Shift et cette capacité d'additionner des images pour avoir l'image parfaite, ou également une nouvelle stabilisation qui est arrivée et qui stabilise non pas sur la totalité de l'image comme tous les systèmes classiques, mais qui va stabiliser directement sur l'endroit où le collimateur a fait la mise au point. Et ça, c'est précieux, notamment quand on accroche un sujet qui est dans les angles pour le stabiliser. Donc, c'est un boîtier que l'on va présenter en avant-première au Salon de la Photo. Donc, pour tous ceux d'entre vous qui souhaitent le manipuler, ben, venez nous retrouver du 5 au 8 octobre. Et oui, vous le savez, le salon de la photo, bah, il ouvre ses portes jeudi prochain. Nikon sera bien entendu de la fête, mais c'est pas le seul événement photo de cette rentrée, de cette fin d'année. On vous propose d'écouter Nicolas Gillet, le directeur marketing de Nikon France, nous parler des nombreux prochains rendez-vous qu'il va y avoir avec Nikon. On l'écoute. Alors, Nikon a effectivement traditionnellement une actualité sur la fin d'année assez chargée. A commencé cette semaine par le salon de la photo, donc Porte de la Villette. C'est un super lieu où on peut vraiment expérimenter les appareils photo. C'est pour ça qu'on a aussi mis en place depuis l'année dernière un pôle de prêt où les visiteurs peuvent venir prendre du matériel, l'essayer vraiment à l'extérieur s'ils en ont envie. On fait évidemment de la démonstration classique sur les pôles et un pôle de conférence également dédié au partage d'expériences que Roland a divinement mené. Je pense qu'il y a des jolis noms qui présenteront leur travail et qui inspireront les visiteurs. Le salon de la photo, c'est un gros événement, mais c'est pas tout. La semaine qui suit, on enchaîne avec le soutien qu'on accorde au prix Bayeux depuis 15 ans. Le prix Bayeux, c'est le prix des reporters de guerre, que ce soit dans tous les métiers journalistes. Nous, on soutient évidemment le prix photo au prix Bayeux. Et cette année, on s'est en plus associé à Magnum, l'agence de reporters, qui organise un workshop avec le photographe Lorenzo Meloni. Donc 5 jours d'ateliers concrets sur le terrain pour créer un reportage qu'ils présenteront ensuite lors des rencontres Nikon le vendredi. On organise également à Bayeux des lectures de portfolio avec Dimitri Beck et Olga Kravets. Donc Dimitri qui est le directeur de la photo de Polka et Olga Kravets qui est une photographe reporter également. Et puis on soutient également une exposition extérieure de Don McCullin, qui a un joli nom encore une fois cette année, qui est en plus le président du jury du prix Bayeux. Donc une belle édition en perspective à Bayeux. Le 20 octobre, pour continuer sur le mois d'octobre, on va ouvrir la plateforme du Nikon Film Festival. On a déjà annoncé le thème de la 14e édition cet été, c'est le feu. Mais donc le 20 octobre, on va annoncer finalement le jury, toutes les dates clés pour une cérémonie qui aura lieu en fin avril 2024. Et puis évidemment, pour la fin d'année, on a également pour tous les passionnés de photo animalière la rencontre incontournable qui est le festival de Montier-en-Der, où on aura à nouveau toute notre gamme, notamment la gamme Nikkor, qui s'agrandit énormément depuis 5 ans dans cette gamme Z. Et d'ailleurs, la gamme Nikkor, intéressante cette année, puisqu'en 2023, on va célébrer les 90 ans de cette marque qui nous tient à cœur, parce que c'est un peu l'origine finalement de Nikon. Aurélie, Olivier, on vous retrouve jeudi donc sur la grande scène de Nikon, sur leur stand au salon de la photo. Oui, avec grand plaisir. Et comme je vous le disais, moi je serai là tous les jours, alors à midi le jeudi et ensuite à 11h, pour donner une formation sur la vidéo, pour décortiquer justement qu'est-ce qui définit une image vidéo, quel format on utilise pour quel usage, et puis comment on optimise l'image avec les atouts du Z8. Et Olivier, toi, qu'est-ce que tu vas nous proposer ? Et moi, je serai présent le samedi 7 octobre à midi pour animer une conférence sur la création de contenu pour les réseaux sociaux.
comment créer des contenus courts, modernes, dynamiques, engageantes. Voilà. Et vous êtes une vingtaine à passer sur le post-conférence, à nous partager un petit peu votre savoir-faire. Et c'est vrai que l'on couvre de l'émission de la lumière jusqu'à l'exposition en galerie, parce qu'on a également des photographes qui nous parlent de photographie d'art, aussi bien qu'on a des portraitistes qui nous font des workshops, etc. Donc je vous invite à voir le programme directement sur le site du Salon de la Photo. Dans les événements, tout est en ligne, à tous les horaires. Merci à tous. Voilà pour la première émission spéciale de la saison 7 du podcast dédiée au Nikon Z8. On vous donne rendez-vous dès jeudi prochain avec une grande émission au coin du feu. On reçoit le photographe Jean-Pierre Pagès et on va parler de son incroyable projet Gueule de rugby. Merci à tous de nous avoir écoutés. Faites attention à vous, prenez soin de vous et on se retrouve jeudi prochain dans vos oreilles ou dans les allées du Salon de la Photo. C'était Faut pas pousser les ISO, le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Toutes les semaines, retrouvez Arthur Azoulay, Benjamin Favier et leurs invités pour parler de sujets matos, techniques et inspiration. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes comme Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music et YouTube. Si vous aimez notre émission, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à nous laisser un petit commentaire. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. D'ici la fête de la photo et n'oubliez surtout pas, faut pas pousser les ISO.